soirée. Bonne soirée. Bonne soirée sur France 2. Monaco a son prince, Albert II a été officiellement intronisé. En ce jour de fête nationale, les cérémonies se sont achevées aujourd'hui par une messe pontificale, puis la revue des troupes, avant le salut au balcon. Journée cruciale pour les socialistes au Congrès du Mans. À la recherche d'une synthèse, les différents chefs de file se sont relégués à la tribune. Ce soir, on parle de gestes, de mains tendues, mais rien n'est joué. La nuit pourrait être longue. Journée internationale de l'enfance, la défense des droits des plus déshérités, des enfants exclus, des enfants maltraités, exploités, comme au Pakistan, dans ces fabriques où dès l'âge de 3 ans, on travaille en famille pour payer des dettes qui s'accumulent de génération en génération. Le 45e anniversaire des Alcooliques Anonymes, avec ce rassemblement aujourd'hui à Versailles. Ce mouvement né aux États-Unis est installé en France depuis près d'un demi-siècle, avec un seul but, aider ceux qui sont tombés dans l'alcool à s'en sortir. Il a écrit quelques-uns des plus grands tubes de la chanson. Il a signé les paroles de My Way, une voix de crooner qui nous accompagne depuis près d'un demi-siècle. Paul Anka revient avec un nouvel album de reprise rock. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité heureuse est suffisamment rare pour ne pas se priver d'ouvrir ce journal par les cérémonies d'intronisation d'Albert II à Monaco. 3 jours de festivités qui s'achèvent ce soir par une grande soirée de gala et la représentation d'un opéra de Rossini. Point d'orgue de ce samedi, la messe pontificale dans la cathédrale Saint-Charles, puis la traditionnelle prise d'armes avant l'apparition au balcon du palais. Caroline Gauthier. Entouré des siens, le prince Albert II est acclamé par les citoyens et les résidents de la principauté. 2000 personnes dans une nuée de drapeaux et de fanions aux couleurs de Monaco. Hommage à leur nouveau souverain après 55 ans de règne du prince régnier. Je suis heureuse pour lui, parce que c'est un bon prince que nous avons. C'est une page qui se tourne de Monaco. C'est notre idole. Il est formidable, on l'adore et c'est un grand jour pour nous. C'est une vraie communion. Le prince Albert est aussi très ému, on le voit quand il parle. Un peu plus tôt, la cathédrale de Monaco a accueilli le temps fort de cette dernière journée d'intronisation. La messe pontificale en l'honneur du prince. Dans l'assistance, 800 invités triés sur le volet, une quinzaine de délégations étrangères. En ce jour de joie et d'allégresse, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné le prince Albert II comme souverain. En uniforme de prince souverain pour la première fois, Albert II partage avec sa famille, les Grimaldi, toute l'émotion de cette cérémonie. Non loin d'eux reposent les corps de la princesse Grace et du prince régnier. Les souvenirs douloureux se mêlent à la joie de cette journée. Pour Caroline, comme pour Stéphanie, les deux princesses unies autour de leur frère. Sous les hurrahs, les Monégasques ont accueilli le 30e prince de la dynastie. Albert II est désormais officiellement intronisé. Son règne peut commencer. Après l'actualité heureuse, revenons sur le verdict de la Cour d'assises de la Loire. À Saint-Étienne, les jurés ont condamné Magali Rossi à 28 ans de prison pour le meurtre d'un jeune boulanger en 2002. Une peine supérieure à celle demandée par l'avocat général Virginie Fichet, Thierry Simonet. Le verdict est tombé comme une libération pour la famille Bétrix. Après 3 ans de procédure et 3 jours de procès éprouvants, la veuve et les parents du jeune boulanger ne dissimulaient pas leur soulagement à l'énoncé des peines. Elle a tué mon mari. Elle l'a fait froidement. Elle a aucun regret. Elle les mérite. La justice a été faite. Ce que je voudrais, c'est que cette dame ait le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'elle a fait, et puis qu'elle se sente vieillir derrière les murs d'une prison. Parce que elle ne peut pas se rendre compte le mal qu'elle a fait. 28 ans de réclusion pour Magali Rossi, la principale accusée. Dans le box, le poids de la sentence ne semble pas l'atteindre immédiatement. Pourtant, les jurés ont été plus sévères encore que ne le demandait l'avocat général dans ses réquisitions. C'est 3 ans de plus que les peines requises. Ça veut dire que l'on n'a absolument pas tenu compte ni de son évolution, ni du fait qu'elle s'est présentée devant la justice. Vous êtes déçu? Bien sûr, je suis déçu et même choqué. Sa compagne, Anne-Sophie Royol, qui l'avait aidé à s'enfuir le jour du drame, a été reconnue coupable de complicité de vol avec violence ayant entraîné la mort. Elle a été condamnée à 10 ans de prison.
La défense de Magali Rossi, elle, a d'ores et déjà décidé de faire appel. 4 jours après l'incendie volontaire d'une église dans la banlieue de Romans-sur-Isère, 4 adolescents ont été entendus par un juge d'instruction cet après-midi, tous mineurs. Cet incendie d'un lieu de culte avait créé une vive émotion, celle du président de la République qui avait condamné un acte inacceptable, une indignation partagée par les élus locaux et les habitants du quartier. Franck Genozo. En l'église Saint-Curé d'Ars, de l'autel, il ne reste qu'un tas de cendres. Dans la nuit de lundi à mardi, le feu a pris à 2 endroits dans l'édifice. 2 feux simultanés qui orientent très vite les enquêteurs vers la piste criminelle. Aujourd'hui, ils ont présenté 4 suspects au juge d'instruction, 4 mineurs âgés de 14 à 17 ans. 3 d'entre eux ont déjà un casier judiciaire pour dégradation. J'ai requis l'ouverture d'une information de nature criminelle. Ça s'appelle incendie volontaire par substance incendiaire. D'une église. C'est une circonstance aggravante. La peine encourue est de 20 années de réclusion criminelle. L'incendie avait scandalisé les habitants du quartier de la Monnaie, un quartier dit sensible, mais peu concerné par les violences urbaines de ces dernières semaines. Choqués, certains sont spontanément venus proposer leur aide, quelle que soit leur confession. Si ça serait passé à la mosquée, j'aurais bien aimé que des gens qui font partie de l'église, ils nous auraient aidé à refaire la mosquée à l'intérieur et tout. On se sent concerné parce que c'est notre église, c'est comme notre mosquée, c'est comme notre mosquée turque. C'est notre quartier. Réparer ou récolter des dons, tous ont promis de retrousser leurs manches pour éviter qu'un acte isolé ne ternisse la réputation de leur quartier. Au Sénat, journée de remise des trophées aux lauréats du concours Talents des Cités en présence du ministre de la Cohésion sociale et de l'Emploi parmi les 11 jeunes qui ont marqué leur volonté de réussir en créant leur propre entreprise. Un jury a attribué le grand prix à Louisa Ben Saïd qui vit dans la banlieue de Metz et qui a pour projet de créer un salon de thé, restaurant et lieu de détente pour les familles dans son quartier. L'autre prix spécial a été décerné à Moustapha Elise qui a créé son entreprise dans le BTP spécialisé dans l'électricité dans la banlieue de Bordeaux. Ceci nous amène à ces aides européennes qui soutiennent la réalisation de projets dans les quartiers. Ce programme baptisé Urban a aidé depuis 5 ans des centaines de projets, comme le montre ce reportage à Strasbourg. Christine Beauce et Virgile Liado. A priori, il n'y a aucun rapport entre une médiathèque dernier cri, une boulangerie de quartier, le chantier d'une entreprise, des services publics de proximité et un stade de foot au revêtement synthétique, rien sauf l'Europe. Toutes ces structures ont été cofinancées par l'Union européenne car situées dans des quartiers défavorisés. Installé au pied d'un immeuble dans un quartier sensible de Strasbourg, ce boulanger a bénéficié de 16 000 € d'aides européennes pour développer son commerce de proximité. Ça m'a permis de refaire le magasin, d'investir dans du matériel et d'être plus performant. Le chiffre d'affaires a augmenté depuis ? Oui, augmenté, oui. Puis bon, j'ai pu embaucher du personnel, j'ai pris des jeunes du quartier, et ça se passe très bien. Zinab fait partie des 8 employés de la boulangerie. Je ne savais pas que j'étais d'origine maghrébine, donc après quand je suis venue, c'était un peu méfiant au début, mais après quand ils ont vu que je travaillais bien, ils m'ont dit qu'ils me gardaient quoi. Quant aux clients, personne ne se doute que l'Europe peut se nicher là. C'est connu. À l'étroit dans ses locaux, ce patron d'une PME de 36 salariés a choisi de s'agrandir en zone franche. À la clé, une défiscalisation pendant 5 ans et une subvention européenne de 100 000 € pour un investissement de plus de 4 millions d'euros. Un pari sur l'avenir. Ça m'a fait réfléchir, toutes ces voitures qui brûlent, tout ça, mais je pense que c'est peut-être quand même une minorité qui fait ça. Et puis, non, je pense qu'on a déjà, nous, dans nos rangs, des gens qui viennent de ces quartiers-là et qui sont loin d'être des mauvais. Il y a même de très bons éléments parmi eux. Ici, c'est un rez-de-chaussée d'immeuble qui a été réhabilité pour accueillir une poste, une mairie de quartier. Au total, 120 projets sont ainsi financés par l'Europe. Ce sont 10 millions d'euros rien qu'à Strasbourg pour développer les zones urbaines fragiles. C'est de l'Europe concrète, mais pas toujours visible. Journée décisive pour le Parti socialiste au Congrès du Mans depuis ce matin. Se succèdent à la tribune les ténors du parti et les tenants des différentes motions sur lesquelles se sont prononcés les militants. Reste à savoir si la synthèse de ces programmes est possible, solide et crédible. Pour François Hollande, le parti a tendu la main pour obtenir une alliance des courants, mais en réalité rien n'est joué et les heures qui viennent permettront peut-être d'y voir plus clair. Alexandre Cara. D'abord, la leçon. Romano Prodi, surnommé Il Professeur, patron de la gauche italienne, explique à une brochette d'élèves candidats à la présidentielle comment en choisir un sans pour autant se déchirer.
La leçon est applaudie, mais pas forcément retenue. Jean-Luc Mélenchon, allié de Laurent Fabius, n'a pas encore dit un mot. Sifflet pour les uns, applaudissements pour les autres. Laurent Fabius reste impassible. Et c'est comme toujours dans son costume de présidentiable qu'il met en garde les socialistes contre la désunion. Il n'est pas question de laisser passer son tour parce que les Français et la gauche ne peuvent pas laisser passer leur tour. Dans cette posture de candidat à l'Élysée, Laurent Fabius avait aujourd'hui un rival, un discours programme, des militants acquis et déjà un appel pour 2007. Mes amis, mes camarades, la gauche a besoin de nous. Debout, les socialistes, la France a besoin de vous. Spectateur de l'affrontement, François Hollande rappelle que dans le parti, question rassemblement, c'est lui le patron. S'il est possible, ça sera, je crois, une réussite collective. Si ça n'est pas possible, mais il y aura de toute manière une direction forte, une orientation choisie par les militants et le respect des uns et des autres. Favorite des sondages, Ségolène Royal a boudé aujourd'hui les caméras. Pas question de jouer les troubles fêtes dans ce congrès qui devrait sacrer une nouvelle fois François Hollande. Rassemblement, unité, synthèse, les mots sont là. Mais dans les heures qui viennent, il faudra aussi des actes. Mais qu'importe, que la nuit soit longue, beaucoup de socialistes ont déjà la tête ailleurs. En direct du Mans, nous vous retrouvons Gilles Leclerc. En effet, la nuit promet d'être longue. Va-t-on vers un rassemblement de façade, une nuit des longs couteaux ou une véritable synthèse? Comment décoder en fait les déclarations de cette journée? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a vu aujourd'hui une véritable volonté de rassemblement et d'unité, au moins de la part des leaders socialistes, des présidentiables et des chefs de courant. Et c'est sans aucun doute le climat et le contexte politique qui pèsent sur ce congrès. Évidemment, d'abord la situation économique et sociale, mais aussi et surtout le problème douloureux et difficile de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est-à-dire le problème des banlieues. Et dans ces conditions, il était difficile, évidemment, d'étaler encore un peu plus des divisions. Le deuxième élément, évidemment, et vous l'avez bien vu, c'est que la campagne pré-présidentielle a bien démarré à l'intérieur du Parti socialiste. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, chacun dans son style, déjà affirmer et présenter un quasi pré-programme présidentiel. Ça, c'est le deuxième élément. Il en reste maintenant, évidemment, à convaincre des militants un peu déboussolés, un peu désorientés. C'est vrai que parfois, ils se sont divisés, ils se sont affrontés, même ces derniers mois, ces dernières semaines, y compris sur des questions importantes, comme par exemple l'Europe. Mais, eh bien, ce soir, sans doute, les dirigeants socialistes veulent surmonter tout ce qui a pu se passer un petit peu derrière. Certains diront peut-être ce soir ou demain matin qu'il s'agira de replâtrage, mais on voit bien que de toute façon, synthèse ou pas cette nuit, eh bien les enjeux de toute façon maintenant ne sont plus là parce que l'élection présidentielle, eh bien c'est dans 1 an et demi. Merci Gilles Leclerc. Et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy occupait le terrain en réunissant les nouveaux adhérents de l'UMP et les élus locaux, l'occasion de redire sa volonté de rupture pour l'élection présidentielle de 2007, rompre avec un système social et économique pour changer le pays. Nicolas Sarkozy qui a multiplié les discours. Aujourd'hui et demain, l'UMP organise une opération baptisée 48 heures pour participer au mouvement populaire, pendant que se tiennent les débats nombrilistes du PS, selon le ministre de l'Intérieur. Fin de citation. Enfin, cette photo instantanée de l'opinion avec ce sondage mensuel IFOP pour le JDD. Jacques Chirac perd 3 points avec 35% de satisfaits. Dominique de Villepin en gagne 5 avec 53% d'opinion favorable. Manifestation à Paris pour la défense des services publics. Après le rassemblement de Guéret dans la Creuse sur ce même thème il y a quelques mois, des milliers de personnes se sont retrouvées dans la capitale et parmi les usagers, des élus et des syndicalistes. Dans le cortège, Marie-Georges Buffet, Olivier Besancenot ou encore Bernard Thibault. Un défilé où l'on trouvait des employés d'EDF. D'autres rassemblements ont lieu en province, toujours à l'appel de la Fédération des collectifs de défense de services publics. José Bové, condamné mardi à 4 mois de prison ferme pour un arrachage de maïs transgénique, a décidé de se pourvoir en cassation et avec lui les militants anti-OGM qui ont été condamnés par la Cour d'appel de Toulouse. Journée internationale de l'enfance, une journée pour la protection des droits des plus petits, des plus faibles, de ces dizaines de milliers d'enfants pauvres ou maltraités, à l'exemple du Pakistan, où dès l'âge de 3 ans, près d'Islamabad, les petits travaillent aux côtés de leur famille, une forme d'esclavage moderne pour rembourser de génération en génération les dettes accumulées, un cycle difficile à rompre. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian, Mathias Second.
3, 6, 10, 12 ans. Et devant eux, déjà ce matin, 1500 briques façonnées. Je commence à travailler après la prière du matin, à 5 heures. Je travaille jusqu'à midi et je fais des briques tout le temps. Après, je rentre à la maison, j'aide ma famille, j'aide à porter l'eau. La briqueterie emploie des familles entières qui habitent sur place. Parents, enfants, forment, transportent et cuisent les briques pour 3 € les 1000 pièces. Chez Salim, on gagne 6 € par jour avec 9 gosses au travail, 9 bouches à nourrir. C'est moi qui ai appris à mes petits frères. Et ils le font bien. C'est dur ce travail. Je voudrais arrêter. Être soldat. Les enfants aident comme ils peuvent. Les parents rêvent pour eux d'un avenir meilleur, mais les familles se sont endettées de père en fils. Pour payer un médecin, un mariage, elles ont emprunté au patron de l'usine et lui doivent 100, 300 ou 400 $, jamais remboursés. Je ne pense pas qu'on pourra se débarrasser de nos dettes. Moi, ça vient de mon père et de mon grand-père. Je voudrais que ce soit différent pour mes enfants, mais ils vont en hériter. Pour le patron de l'usine, sans ce travail, sans lui et sans ses avances sur salaire, ces familles ne survivraient simplement pas. Au Pakistan, il existe des lois contre le travail des enfants, mais elles ne sont pas appliquées. Esclaves de leurs dettes, les enfants des briqueteries ont donc très vite fini de jouer. L'arrivée de George Bush en Chine, il s'agit de sa 3e visite dans ce pays depuis son arrivée au pouvoir. Le président américain doit rencontrer demain son homologue Hu Jintao, puis le Premier ministre. La puissance de la Chine, en particulier au niveau économique, inquiète Washington. George Bush qui a qualifié la relation avec Pékin de mitigée et qui la semaine passée a rencontré le Dalai Lama, la Maison Blanche. George Bush a exhorté la Chine à se démocratiser. À l'occasion du 10e anniversaire des accords de Dayton, accords de paix en Bosnie, nous avons choisi de nous intéresser à la force internationale sous commandement européen qui a pour charge de maintenir le calme dans cette région à 2 heures de Paris où se sont affrontées les communautés serbes, croates et bosniaques. Après les troupes de l'OTAN, c'est l'ORFOR qui est en place. Jean-Paul Chapelle, Francis Forget. La guerre est finie depuis 10 ans, mais ce geste-là reste immuable avant chaque patrouille. Là, votre arme est chargée? Oui, toujours. Ça vous arrive de l'utiliser? Non. Sous le drapeau français, le drapeau européen. Ces militaires sont chargés d'assurer le maintien de la paix, dans la pratique, un travail de renseignements généraux. Petit questionnement de routine avec l'aide d'un interprète à la police locale. Ça va bien? Ouais. Ils arrêtent beaucoup de voitures? Ont-ils arrêté beaucoup de voitures? Les policiers ne sont pas bavards. Et pour cause. Ils savent que le soupçon de corruption plane sur eux, comme sur chacune des administrations. Pas un regard pour ces militaires qui observent et rapportent. Nous sommes là pour sentir le pays, savoir comment évolue le pays, et savoir si un jour le pays sera prêt à voir le fort partir. Le fort, cette force européenne de 7000 hommes, n'est pas près de quitter Sarajevo. Eux auront le temps de faire des progrès en langues étrangères. Car des armes de guerre, il en reste beaucoup dans le pays. Pour preuve, ce butin récolté au cours du dernier mois simplement en rendant visite aux habitants. Des Espagnols, des Turcs, des... En tout, 30 pays qui étaient sous commandement de l'OTAN et depuis tout juste un an sous commandement européen. L'Europe prend le relais quand la situation le permet et quand elle peut prendre ses responsabilités. Ici, on voit que l'Europe de la défense, l'Europe politique existe. L'Europe qui veut aussi convaincre la Bosnie de tourner définitivement la page de la guerre en lui faisant miroiter un accord d'association et les aides financières qui vont avec. Tout le monde a entendu parler des alcooliques anonymes, ce mouvement né aux États-Unis en 1930 et qui a des antennes dans de très nombreux pays, en France comme ailleurs. Un seul credo, rester sobre et aider les autres à tenir bon. Aujourd'hui à Versailles se tenait le rassemblement de ceux qui sont tombés dans l'alcool et qui tentent de s'en sortir grâce à d'autres qui, comme eux, sont passés par là. Agnès Monteux, Bruno Vignet. Je m'appelle Denise, je suis alcoolique, je vais bien. Denise, Florence ou Maurice, ils sont près de 2000, tous alcooliques ou anciens alcooliques, à s'être réunis aujourd'hui. Cette maladie, ils la combattent ensemble, par l'entraide et la parole. Une idée née aux États-Unis qui est arrivée en France il y a 45 ans. Les alcooliques anonymes, Gilles et Charlotte connaissent bien.
Lui a été alcoolique de 15 à 30 ans, elle de 15 à 19 ans, avec le même sentiment d'incompréhension autour d'eux. Un malade alcoolique, c'est quelqu'un qui occupe énormément de place. Et on fatigue très vite les autres parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Et donc, au mieux, compassion, au pire, dégoût, rejet, etc. L'association m'a sauvé la peau. On m'a donné, si vous voulez, des clés pour vivre, chose que j'avais trouvée nulle part ailleurs auparavant. Ça m'a permis surtout de déculpabiliser parce que je me sentais honteuse moi par rapport à mon alcoolisme. Je ne considérais pas que c'était une maladie mais une tare. Et en fait, en comprenant que c'était une maladie et que je n'étais pas responsable d'être alcoolique, ça m'a permis déjà d'enlever un poids énorme. Après, ce que j'ai compris, c'est que c'était à moi de me prendre en main pour aller bien et arrêter de boire. En France, il y a 5 millions de buveurs excessifs, dont 2 millions de buveurs dépendants, alcooliques. 45 000 décès par an sont dus à l'alcool, c'est la 3e cause de mortalité. On estime qu'environ 20% des lits des hôpitaux en France sont occupés par quelqu'un qui est là directement ou indirectement à cause de l'alcool. Charlotte et Gilles, eux, ne boivent plus depuis plus de 10 ans. Mais ils continuent à aller 2 fois par semaine aux réunions, un soutien indispensable pour ne pas replonger. Quand on reparle du ferroutage, mais cette fois-ci pour dire qu'enfin le trafic a augmenté, et ce en raison, il est vrai, de la hausse du prix du carburant. Le ferroutage ne fait pas que des heureux, les routiers n'y trouvent pas leur compte, ils ne sont pas toujours payés pendant le trajet. Pourtant, le développement du ferroutage est inéluctable. Cyril Arnaud-Wurst. Parti de Chambéry, ce poids lourd quitte l'autoroute qui mène à Turin. Pour lui, un autre voyage débute, il va tout simplement prendre le train. Une liaison à travers les Alpes sur une voie spécialement aménagée. Seuls 14 camions-citernes et poids lourds de petits gabarits peuvent l'emprunter. Pour passer le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, pas question de dépasser les 3,80 m et d'excéder 44 tonnes. Un nouveau mode de convoyage désormais intégré par les transporteurs. C'est plus une expérimentation. Aujourd'hui, on a bâti notre plan de transport au travers de l'autoroute ferroviaire alpine. 95% de nos matériels transitent via ce système de ferroutage. Comparé à la route, la voie ferrée, c'est une économie de 60 € par camion sur chaque trajet. 13 000 ont emprunté cette liaison en 2005, une goutte d'eau au regard des 1 300 000 poids lourds qui chaque année empruntent l'autoroute à destination de l'Italie. Mais pour la SNCF, le ferroutage n'est qu'un mode de transport complémentaire. On a pu prouver que nous étions une solution alternative lorsque besoin, le cas de la fermeture du tunnel routier du Fréjus, et également un moyen de transport efficace pour emmener pour l'instant que des citernes, mais en espoir plus tard d'emmener une grosse partie du trafic routier passant en France-Italie. 180 km sont ainsi franchis 4 fois par jour. Une traversée des Alpes de 3 heures, plus sûre, mais pas plus rapide que la route. Les retards de train sont fréquents, autant d'heures perdues que certains chauffeurs s'épargneraient volontiers. Quel que soit le retard, je ne suis pas payé, parce que je suis payé à l'heure et que je ne suis pas payé sur le train, puisque les heures ne figurent pas sur le disque du camion. Avec le ferroutage, une nouvelle façon de travailler s'impose peu à peu au transport routier transalpin. Des travaux sont en cours pour permettre à tous les camions d'emprunter cette liaison dès 2008. Le tourisme au secours de l'environnement, et ce n'est pas un paradoxe. En Amazonie, où la déforestation se poursuit, le développement du tourisme pourrait donner un coup de pouce économique sans toucher à l'écosystème, mais le chemin est encore long. Reportage Pascal Deschamps, Vincent Bouffartigue. Il faut ouvrir l'œil pour repérer les habitants de l'Amazonie. Hérons tigrés, caïmans, singes ou piranhas ne se livrent pas facilement aux objectifs. Pour cette incursion dans la plus célèbre forêt du monde, ils sont 8. Américains, Autrichiens, Danois ou Sud-Coréens. Ils font partie des 5% de touristes qui viennent au Brésil et poussent jusqu'à l'Amazonie. C'est encore très peu. Parmi eux, Ted et Caroline du Michigan. Ils sont arrivés la veille 2 heures de bateau pour rejoindre cet hôtel construit dans la forêt. Et si l'on n'hésite pas à en rajouter dans les clichés, c'est que le voyage est souvent d'abord une affaire de rêve. Quand j'étais au lycée, on a reçu un groupe de lycéens brésiliens. Et aujourd'hui, ma femme m'offre le voyage pour mes 50 ans. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de forêt. Je pourrais dire j'y étais. Ici, le dépaysement est total. 1 kilomètre de passerelles, de petites tours plongeant sur les arbres. L'idée était d'immerger le touriste dans la forêt. Une idée suggérée par Jacques-Yves Cousteau, au fondateur de l'hôtel il y a 20 ans, après une expédition en Amazonie. Depuis, des visiteurs célèbres ont tenté l'aventure, comme Charlton Heston ou Helmut Kohl.
et des milliers d'anonymes. Un afflux de touristes et de revenus. L'hôtel fait vivre les habitants de la forêt aux alentours. Il apporte du travail et des revenus. Et du coup, les gens ne sont plus obligés de couper les arbres pour gagner leur vie. La forêt et ses richesses. Mike, guide d'origine guyanaise, en parle depuis 20 ans. Vous savez ce que la forêt fait pour nous? Elle nous débarrasse de l'oxyde de carbone. Beaucoup de pays développés produisent de l'oxyde de carbone qui reste dans l'atmosphère. Dans cette vaste serre naturelle, une biodiversité unique au monde que l'on commence tout juste à étudier et que convoitent les industries pharmaceutiques. Cet arbuste m'a sauvé la vie. J'ai attrapé la malaria dans une mine d'or en Guyane et un vieil Indien m'a fait une tisane avec. Il n'y a que les Indiens amazoniques qui savent s'en servir. Vous allez voir beaucoup de plantes que l'industrie pharmaceutique n'a pas encore pillées. Quant aux vers, ils sont pleins de protéines. Pas vrai, Ted? Non. Bon appétit. En France, les escargots coûtent une fortune. Ici, les vers sont gratuits. Une initiation, presque une pédagogie, qui, d'après Mike, devrait faire réfléchir les touristes aux dangers de la pollution. L'un des plus gros pollueurs au monde, ce sont les États-Unis. Et ils devraient se sentir plus concernés, participer davantage. Comment s'appelle ce protocole déjà? Kyoto. Ils ne l'ont pas signé, ils devraient. Une fois qu'on a vu tout ça, on se dit que finalement on peut faire quelque chose pour préserver cette nature. C'est important. Éduquer les étrangers, convaincre les habitants que la forêt est rentable, tels sont les enjeux du tourisme. Ils ne sont pas si nombreux, ces habitants du Michigan, qui ont vu se lever le soleil sur l'Amazonie. L'actualité sportive avec l'arrivée des premiers bateaux de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia. Dans la catégorie des monocoques, Jean-Pierre Dick et Loïc Perron l'ont emporté en 13 jours et un peu plus de 9 heures, un record. Une arrivée très disputée puisque Roland Jourdain et Hélène MacArthur ont franchi la ligne 35 minutes plus tard. Florent Gautreau. Une route du café serrée, de quoi exciter les vainqueurs pour la nuit. Le monocoque de Jean-Pierre Dick et Loïc Perron a pulvérisé de 3 jours le record de la traversée et a franchi la ligne d'arrivée avec 35 minutes d'avance sur le deuxième, le plus petit écart jamais enregistré dans cette épreuve. Génial, vraiment intéressant. Ah oui. Ce sont des bateaux qui sont très très proches les uns des autres quand même. Alors quand il fallait pas lâcher le train, mais c'est fou, il n'y a jamais eu plus de 30 minutes d'écart avec Cyle. Avec la perfide Albion et le Finistérien là. La perfide Albion, c'est Hélène MacArthur, le Finistérien, c'est Roland Jourdain. Le duo franco-anglais a tout fait dans les dernières heures pour rattraper le leader, en vain. Ce n'est que sur le ponton d'arrivée que les poursuivants ont pu rejoindre les premiers. On est un petit peu frustrés, hein. Je te cache pas que, surtout les dernières 24 heures, on sentait bien le coup, il nous aurait fallu une nuit de plus. C'était très très dur, mais on a pris beaucoup de plaisir. Moi et Bilou, on avait une ambiance top de chez top, quoi. C'était vraiment le meilleur et ça restait jusqu'à la fin, ça c'était super. Une course disputée mais pas toujours facile à comprendre avec ses différentes catégories. Car le bateau qui a été le plus rapide entre Le Havre et Salvador de Bahia, c'est ce multicoque de 50 pieds de Francky Vescoffier et de son fils Kevin. 12 jours et 6 heures de traversée, un record pour ce petit trimaran. En attendant les grands multicoques de 60 pieds qui devraient arriver la nuit prochaine, on se dort au soleil de Salvador. On comprend mieux pourquoi les marins de la Transat se précipitent pour arriver au Brésil. Rugby avec la 3e victoire en 3 test-matchs du 15 de France, 43-8 face aux îles Tonga. Malgré cette large victoire, les Bleus n'ont pas brillé face aux Tongiens puisqu'ils n'avaient que 4 points d'avance à la mi-temps. Le 15 de France achèvera sa tournée de test-match face à l'Afrique du Sud samedi prochain au Stade de France. Et puis du football avec en match avancé de la 15e journée de Ligue 1, la victoire de Marseille 2-1 face à Nantes, premier but d'Ourouma pour l'OM, égalisation de Bamogo pour Nantes et c'est Franck Ribéry qui a marqué le but vainqueur grâce à une frappe exceptionnelle. À noter que de son côté, Monaco a battu Saint-Étienne 1-0. Comme chaque année, les hospices de Beaune vendent aux enchères les vins de l'année, mais cette fois-ci, pour la première fois, ce sont des bouteilles millésimées, des grands crus qui seront proposés aux particuliers. Une vente de bouteilles exceptionnelle. Stéphanie Labrousse, Thierry Simonet. N'en déplaise à ceux qui ne boivent que de l'eau, les ventes aux enchères de Beaune commencent toujours par une dégustation, de quoi vous mettre en appétit. Si j'avais les moyens
la petite dame. Vous ne croyez pas? Demain, la traditionnelle vente en fût du millésime 2005, mais aujourd'hui, c'est bien de bouteilles dont il est question, des vins issus de la réserve particulière des Hospices de Beaune. Donc on avait une petite réserve dans nos caves, et l'idée est venue de, pourquoi pas, offrir à des collectionneurs, à des amateurs, ces bouteilles qui ne sont jamais sorties de ces caves et qui n'ont jamais été vendues. Des millésimes allant de 1982 à 2000 que ce banquier anglais s'est empressé de venir découvrir. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pas que pour les riches des riches. Donc c'est un peu plus populaire, un peu plus démocratique qu'ailleurs. 2200. Avunic, 2200. Corton, Volnay, Mazy-Chambertin, 3000 bouteilles sont à vendre par lot. Dans la salle, beaucoup de particuliers français, au téléphone, des clients américains ou japonais. Une vente inédite qui a valeur de test. Ce client parisien a acheté 24 bouteilles pour un montant de 2 000 €. C'est un investissement, c'est vrai que c'est pas un achat qu'on effectue fréquemment. Et c'est pour le plaisir, ce sera partagé avec des amis et des gens qu'on aime. 3400 € donc. 3004. Allez-y à vous, monsieur, 3004. Toutes les bouteilles ont trouvé preneur pour un total de 212 582 €. Côté Grand Cru, le record revient à un lot de Bâtard Montrachet 99 vendu une fois et demie sa cotation, 4 500 € au marteau. 380 €, donc plus beau téléphone. Et les tout premiers achats de Noël, certains parents préfèrent s'y prendre tôt. Voici déjà le hit parade des cadeaux plébiscités par les enfants où l'on retrouve bien sûr Harry Potter, Séverine Lebrun et Grégory Vasseur. Des robots chorégraphes, acrobates ou farceurs. Cette année, dans les magasins de jouets, place à la technologie. La star de Noël, c'est lui, le Roboraptor, 5 moteurs et des capteurs sensoriels. Si je le mets mon doigt dans sa bouche, il me serre. Il me fait pas mal, il me serre, il me tient. Si je le câline, comme ceci, il va réclamer un câlin. Vous voyez? Il est tout doux, tout sage. Si je lui mets un personnage à côté, un autre animal, il va vouloir le détecter, voilà. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est en plastique et avoir aussi d'articulation, de moteurs et plein de choses comme ça, c'est impressionnant, quoi. Il parle Furby. C'est aussi le grand retour de Furby, la petite peluche interactive. On a l'impression d'avoir un animal. Comme chaque année, les licences envahissent les rayons. Héros de dessins animés ou stars du grand écran déclinés en figurines, jeux de société ou encore maquettes. Il y en a pour tous les goûts, quoi qu'en pensent les plus grands. Ah ben moi je trouve ça très laid. Quant aux grands classiques, ils restent indétrônables pour les filles comme pour les garçons. Plus d'un mois avant Noël, chacun a fait sa liste et elle est plutôt longue. Les dinosaures, oui. Les raptosaures, oui. Et tout le catalogue. On a tout coché. Mais pas tout le catalogue. Pas des trucs pour les bébés et pas pour les filles. Des enfants exigeants, tant mieux pour les professionnels. En 2004, il s'est vendu pour 2,5 milliards d'euros de jouets. Il a écrit quelques-uns des plus grands tubes de la chanson. Il a signé les paroles de My Way, une voix de crooner qui nous accompagne depuis près d'un demi-siècle. Paul Anka revient avec un nouvel album de reprise rock. Olivier Lenouza, Grégory Brou. Même les mannequins en vitrine lui disent bonjour. Paul Anka se promène dans les rues de New York. Tout le monde est fier de saluer l'auteur de Diana, il y a 48 ans. Diana bouscule la destinée d'un gamin de 16 ans. You are my destiny. You share my reverie. Paul Anka a vendu plus de 100 millions d'albums. Aujourd'hui, il revisite quelques tubes rock des années 70 et 80. His Life, sa vie, crooner. J'ai appris que n'importe quelle chanson peut swinguer si elle est bien orchestrée, bien composée. Il jumps, il bondit de plaisir. Lui dont la vie est à jamais liée à celle de Frank Sinatra. Un jour, Paul Anka entend Claude François interpréter comme d'habitude. Il adapte la chanson pour Sinatra, qui désire à l'époque abandonner le métier. Sinatra veut se retirer. Moi j'écris « And now the end is near ». Et maintenant la fin est proche. Je vois le baisser du rideau. Une métaphore. Pour l'écrire, ça m'a pris 5 heures.
1968, comme d'habitude, devient My Way. Peu de temps après, Sinatra me téléphone, me fait écouter l'enregistrement et j'ai pleuré. Yes, he loved. I've laughed and cried. I've had my fill, had his fill. Les deux hommes en duo, la voix de Sinatra, le micro de Paul Anka. My Way, écrite en 5 heures un soir de pluie par un gentleman qui a fait de sa vie une éternelle chanson. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, la télé de Patrick Sébastien. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France.